Merci Alice de l'invitation et tous les autres membres de Skeptics in the Pub et du comité para pour cette invitation à Bruxelles, et merci à vous d'être là. Voilà, donc ce soir on va parler d'épistémologie. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'épistémologie, mais je le rappelle rapidement. Il y a plein de définitions qu'on peut donner à ce terme, mais moi la définition que j'utilise, c'est un ensemble de réflexions qui portent sur la nature des connaissances scientifiques et sur leur mode de justification. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple si vous dites la Terre est ronde, c'est une connaissance scientifique. Mais si vous vous demandez pourquoi la Terre est ronde, c'est-à-dire quelles sont les raisons de penser que la Terre est ronde et pourquoi ce sont des bonnes raisons, là vous faites de l'épistémologie. Et évidemment, ces questions-là, elles traversent toutes les sciences, parce qu'à chaque fois qu'on a une science qui produit ce qu'elle prétend être une connaissance, du coup il y a des questions épistémologiques qui arrivent derrière, c'est-à-dire quelles sont à quel point je peux faire confiance à ce genre de connaissances qui émergent. Alors, plus précisément, donc moi je suis en thèse d'épistémologie, et une des questions que je me pose, c'est celle de l'unité épistémologique des sciences. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut penser toutes les sciences au sein du même cadre épistémologique? Donc est-ce que toutes les sciences, alors ça ne vous aura pas échappé, que toutes les sciences sont des objets complètement différents, des approches complètement différentes, quand on parle d'anthropologie, de sociologie, de biologie, de génétique des populations, de physique quantique, évidemment elles ont des objets complètement différents, des approches complètement différentes. Et la question c'est, est-ce que malgré cette pluralité, cette diversité, il y a quand même des choses derrière qui sont communs et qu'on appelle science, quoi. Est-ce que la notion de scientificité peut se définir de manière un peu indépendante de la discipline ou pas? C'est un petit peu comme le vivant, en fait. Si on regarde bien le vivant, il y a des formes du vivant qui sont extrêmement différentes, qui sont adaptées de manière complètement différente à leur environnement, et pourtant, on arrive à comprendre l'ensemble de ce vivant au sein du cadre de la théorie de l'évolution qui repose sur, en fait, un petit nombre de principes. C'est un peu une analogie que je sors comme ça du chapeau, mais vous voyez l'idée, quoi. Et donc là, évidemment, on ne va pas répondre à cette question du tout, hein. En fait, c'est beaucoup plus... on va faire un truc beaucoup plus, on va dire, humble, parce que, en fait, effectivement, notamment en ce qui concerne les sciences sociales, parce que moi, c'est un des sujets de ma thèse, c'est justement l'épistémologie des sciences sociales aussi. Et cette question, elle est très vieille. Elle remonte à la naissance, en fait, des sciences sociales au XIXe siècle, notamment de la sociologie. C'est un vieux problème qui a pris plein de formes différentes. Et évidemment, on ne va pas y répondre ce soir. Ce qu'on va plutôt regarder ce soir, c'est quelque chose de beaucoup plus tranquille. En fait, on va regarder quelques arguments, les plus communs, qui seraient contre une unité épistémologique des sciences. Donc quelques arguments qui soutiendraient que non, la sociologie ne peut pas se comprendre dans le même cadre épistémologique que les autres sciences. On va regarder quelques-uns de ces arguments et je vais vous montrer quelques contre-exemples qui vont un peu à l'encontre de ces arguments un petit peu généraux. C'est pas du tout exhaustif, on va pas plier la question là, c'est pas du tout le but. Le but ici, c'est de vous montrer des exemples qui potentiellement, le but c'est un peu de discuter après et de voir un peu ce que ça vous provoque. Donc l'idée c'est pas que je donne mon avis personnel, parce que j'en ai pas encore un bien tranché, c'est des choses que je découvre, et donc c'est des choses que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps, et que j'aime bien partager avec les gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Évidemment c'est pas mon avis personnel dans le sens où je vais me reposer sur le travail en fait d'autres chercheurs, donc des chercheurs qui sont plutôt pour une unité épistémologique des sciences, en disant si, la sociologie peut très bien se comprendre dans le même cadre épistémologique que les autres sciences, et d'autres qui sont au contraire, non, pas du tout, la sociologie et les sciences sociales doivent être pensées à part pour un certain nombre de raisons. Donc évidemment, je me repose sur le travail de ces chercheurs-là et de ces chercheuses. C'est pas directement mon opinion que je donne. Donc le titre de la conf, il est un peu... en fait, je devais trouver un titre catchy. Du coup, j'ai trouvé ça comme ça, et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ça fait un peu provocateur, mais évidemment, c'est pas du tout le but, vous allez voir. Alors, paupérisable, en fait, évidemment, ça fait référence au philosophe des sciences, Karl Popper, qui fonde son épistémologie, dont les travaux en épistémologie, en philosophie des sciences, ont pas mal structuré le débat sur la question de la démarcation au XXe siècle. Et il a fondé son épistémologie sur la notion de falsification. Donc ça, c'est sa bouille. Voilà.
Et en gros, lui, ce qu'il raconte, dans la logique de la découverte scientifique, donc son livre un petit peu, son œuvre un peu de base, en gros, ce qu'il dit, c'est que si on veut un système, un discours sur le monde quelconque, veut prétendre à la scientificité, il doit être testable. C'est pas juste, on raconte pas juste des trucs comme ça, et puis on y croit ou on n'y croit pas, c'est à un moment donné, ça doit être testé. Et en fait, pour que ça soit testé réellement de manière critique, il faut que ça soit potentiellement réfutable par l'expérience. Et en fait, il prend comme exemple, typiquement, la relativité générale d'Einstein, en disant, en 1919, il y a eu une expérience, une observation qui a corroboré une prédiction très fine de la relativité générale. Et en gros, ce qu'il dit, c'est, en fait, si les théories physiques, on leur fait confiance, c'est pas parce que juste elles ont raison, c'est parce qu'en fait, elles auraient très bien pu avoir tort de plein de manières différentes, et qu'en fait, elles ont quand même raison. Donc en gros, c'est l'idée du falsificationnisme, sur sa forme la plus, on va dire, un peu vague, c'est juste de dire, la science, et même en fait en général, l'idée c'est pas juste d'avoir raison, mais d'avoir raison alors qu'on aurait pu avoir tort. Et c'est là où quelque part, s'il y a une théorie qui produit des prédictions qui sont effectivement observées dans la nature, des observations, des expériences, et qu'elles sont réfutables, c'est-à-dire qu'elles auraient très bien pu être réfutées, mais qu'elles ne sont pas réfutées évidemment, bah c'est là où on se dit, ok, là on a peut-être touché quelque chose du doigt, quoi. Évidemment, toutes les théories sont écrites dans notre langage, hein, dans un langage que l'on plaque sur le monde, mais malgré ça, on arrive quand même à dire des choses qui auraient pu être fausses. Donc le fait qu'elles soient vraies, ça nous apporte potentiellement une information substantielle. C'est un peu ça l'idée en fait de son épistémologie. Alors si vous voulez, si ça vous intéresse, moi je vous conseille plutôt de lire les écrits de son disciple hongrois Imre Lakatos, notamment la méthodologie des programmes de recherche. Lakatos, c'est quelqu'un qui a forgé la notion de programme de recherche, qui a un noyau qui repose sur le falsificationnisme de Popper, mais qui est un petit peu sophistiqué, qui va un peu plus loin et qui colle beaucoup plus à l'histoire des sciences aussi. Et en fait, pourquoi je parle de Karl Popper ? Alors oui, juste une dernière chose, on a eu l'occasion avec Alice et Jean-Michel, dans le balado sceptique, de discuter de ça. Donc si vous voulez savoir plus sur Popper lui-même, pas sur lui-même, mais sur ce qu'il a raconté, du coup on en parle dans ce podcast, quoi. Ça fait une petite heure. Évidemment, il y a plein d'autres ressources, mais bon, je vous fais ma propre pub. Mais évidemment, il y a plein d'autres ressources de vulgarisation sur le falsificationnisme en général. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'en sociologie, quand on regarde, ou en sciences sociales de manière générale, il y a beaucoup d'épistémologies potentiellement différentes. Il y a beaucoup ces questions-là, en fait, se sont posées beaucoup plus rapidement qu'en physique. La question de la scientificité des sciences sociales, historiquement, s'est posée beaucoup plus rapidement. Et en fait, dès l'instant où la sociologie ou les sciences sociales sont nées, on s'est rapidement posé ces questions-là d'épistémologie. Et en fait, ce débat-là, il a, comme je vous l'ai dit, il a pris plein de formes depuis 150 ans. Mais on peut dire, moi, ce sur quoi je vais me baser, c'est l'œuvre de Jean-Claude Passeron, donc sociologue, éminent sociologue et philosophe, épistémologue français, qui a écrit pas mal aussi, qui a fait beaucoup de travaux avec Pierre Bourdieu notamment, et qui raconte dans le raisonnement sociologique, qui est un gros bouquin. En gros, il raconte, le sous-titre de son bouquin, c'est, alors j'ai noté pour ne pas dire de conneries, l'espace non popérien du raisonnement naturel. Donc lui, dans ce bouquin-là, il prône réellement que non, les sciences sociales, et notamment la sociologie, ne peut pas se comprendre avec les mêmes critères épistémologiques que la physique. Ah oui, alors pareil, si vous ne voulez pas lire le bouquin entier qui potentiellement est un peu lourd, hein, on ne va pas se mentir, il y a une conférence de Passeron lui-même qui est disponible en ligne, qui s'appelle le raisonnement sociologique aussi, et c'est beaucoup plus, c'est un peu plus digeste. Je ne sais pas quel avis vous avez vous, ou si vous avez un avis sur la question. Est-ce qu'on peut étudier les sociétés et les sociétés humaines et l'humain de manière générale de la même façon qu'on étudie des électrons ou des systèmes physiques ou biologiques ? Mais en gros, ce que Passeron dit notamment, c'est vis-à-vis de la réfutabilité, de dire mais en fait, le problème c'est qu'il n'y a aucune prédiction en sociologie qui potentiellement est réfutable, parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne contrôle pas, qu'en fait, si on se rend compte que la prédiction est fausse, c'est pas que la prédiction est forcément fausse, c'est peut-être qu'il y a d'autres paramètres qu'on n'a pas vus, et du coup qu'il faudrait changer. Et du coup, en fait, on peut toujours, en gros, trifouiller pour rendre vraie notre proposition, quoi. Donc, il prend une vision pluraliste des sciences, hein, de l'épistémologie. Les sciences sociales ne répondent pas aux mêmes critères de scientificité. Et parmi ces arguments, principalement, il y a le fait que les phénomènes sociaux sont des phénomènes historiques
qui ne se passe parfois qu'une fois. Par exemple, si vous étudiez l'émergence du mode de production capitaliste, vous ne pouvez pas reproduire ça en laboratoire. Alors que des phénomènes d'émergence en physique, ça vous pouvez le reproduire, vous pouvez assembler les conditions expérimentales qui font que vous pouvez reproduire un phénomène en physique, mais vous ne pouvez pas reproduire des phénomènes historiques qui se sont passés qu'une seule fois. Et un cosmologue pourrait très bien arriver et dire « ouais, mais enfin moi je ne reproduis pas non plus le Big Bang », donc ça c'est déjà des petits contre-arguments qu'on pourrait avancer. Il y a aussi l'idée que ce qu'on étudie, c'est l'humain, et donc les humains et les individus sont doués d'intentions, de désirs, de motivations qui ne sont pas toujours prévisibles, qu'on ne peut pas toujours mettre en équation de manière aussi simple qu'en physique. Il n'existe pas de loi ou de régularité dans les sciences historiques, il y a des choses qui apparaissent une seule fois, et on a du mal à trouver potentiellement des régularités. Bon, ce qui est relié au fait que les concepts en sociologie, il le dit comme ça, sont indexés à un contexte historique et aussi géographique. Si vous parlez du capitalisme aujourd'hui, est-ce que ça veut dire la même chose que le capitalisme il y a 150 ans? Pourtant c'est le même mot, mais ces concepts-là sont indexés sur un contexte historique, en gros c'est un peu l'idée. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours l'exemple du capitalisme. Je ne sais pas. Et aussi l'idée évidemment que l'expérimentation, que l'expérience c'est impossible. Ou en tout cas très compliqué. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on ne va pas tout regarder, voilà, c'est juste pour vous montrer des contre-exemples un petit peu de ces choses-là. Vous montrer des contre-exemples, et en fait ces contre-exemples, voilà, j'espère que ça va susciter un petit peu des réactions. Et ces contre-exemples, je les prends principalement, alors pas uniquement, mais en tout cas un auteur qui m'inspire beaucoup, Dominique Reynaud, qui travaille à Grenoble, qui est sociologue, et épistémologue, et qui a écrit beaucoup d'articles et de livres sur l'épistémologie des sciences sociales notamment. Et notamment en 2006, la sociologie et sa vocation scientifique, où il revient sur tous les arguments. Alors il replace le débat au début, parce que là encore une fois, c'est pour les besoins de la conférence, genre je simplifie beaucoup le débat, évidemment c'est un débat très, très compliqué. Mais il revient sur pas mal d'arguments qui sont avancés, et puis il essaye de regarder ce qu'ils valent, etc. Et notamment un petit peu en ayant ces stratégies-là, de donner à chaque fois potentiellement des contre-exemples. Et son dernier livre aussi, Sociologie fondamentale, qui est paru en 2021, je crois, qui est un peu la suite, entre guillemets, ou des approfondissements de ces réflexions-là. Donc encore une fois, c'est juste pour vous dire que je me base sur des choses c'est pas moi qui sors ça de ma tête, hein, c'est des exemples qui sont travaillés par les épistémologues. On va déjà regarder un petit peu cette histoire de régularité. Est-ce qu'il existe ou non des régularités dans les sciences historiques, dans le social, de manière générale? Est-ce que les humains étant ce qu'ils sont, avec des intentions parfois imprévisibles, est-ce qu'on peut quand même voir émerger des régularités? Alors évidemment, la façon dont je pose la question sous-entend que la réponse c'est potentiellement oui. Et notamment, ça c'est un exemple que Dominique Reynaud donne dans son livre La sociologie fondamentale. En gros, il y a deux images, là, il y a deux photos. Et l'une de ces deux photos, c'est un amas stellaire, donc c'est un amas d'étoiles. Et une autre photo, en fait, c'est une photo de nuit d'un district en Sibérie, je crois, donc c'est des villes, en fait. Et donc ça, évidemment, c'est une photo, on n'arrive pas à distinguer laquelle est laquelle, d'ailleurs, il ne le dit pas dans son bouquin. Et l'idée, en fait, évidemment, derrière, c'est pas juste une photo comme ça, c'est de dire, en fait, si on regarde la distribution des villes en fonction de leur rang, donc par exemple la 10e ville, enfin on regarde le nombre d'habitants des villes, et on met en premier la ville la plus peuplée, en deuxième la ville juste après, etc., etc., etc. Et on regarde la distribution, et en fait, partout où on regarde ça, c'est la même distribution, c'est exactement la même forme de distribution. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire, mais c'est fou parce qu'une ville, enfin comment ça se construit une ville, comment ça émerge, comment ça grandit. En fait, ça grandit à l'intersection d'un nombre incroyable d'intérêts différents, de gens qui vont vouloir construire à tel endroit, habiter ou pas, est-ce que ça va marcher ou pas, ils vont créer des... Et en fait, malgré tout ce chaos et malgré toutes ces intentions contradictoires et ces divergences et divergentes, quand on regarde à une certaine échelle, malgré tout ça, malgré le fait que ce soit des humains, etc., en fait, on voit des régularités apparaître. Et typiquement, en fait, ça, c'est la loi, en gros, qu'il voit apparaître, elle est typique des phénomènes d'agrégation, donc les choses qui s'agrègent, et où on a d'autant plus de chances de s'agréger
qu'il y a déjà quelque chose qui est agrégé. Donc typiquement, la gravitation, ça marche comme ça. Les étoiles, en fait, vu que la force de gravitation est proportionnelle à la masse, du coup, les trucs où il y a déjà de la masse, il y a plus de probabilité, entre guillemets, qu'il y ait encore plus de masse. Et en fait, quand vous avez un phénomène comme ça, qui s'agrège avec une probabilité plus grande là où c'est déjà agrégé, vous avez cette loi qui sort. Donc ça, c'est un modèle très simple. Et en fait, quand on regarde les choses, et même les phénomènes sociaux à une certaine échelle, certains phénomènes sociaux, en fait, on voit cette régularité apparaître. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que la sociologie est pliée avec ça, évidemment, ce serait absurde. Mais c'est juste que oui, en fait, il peut potentiellement exister des régularités assez fortes. Un autre exemple que j'ai pris d'une vidéo de Science Étonnante, c'est qu'il regarde les variations en gros de la bourse. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, il se rend compte que, enfin, c'est pas lui qui se rend compte, c'est ce qu'il présente. Il se rend compte qu'en gros, on peut regarder le cours de la bourse dans plein d'entreprises complètement différentes. Et en fait, il y a des régularités. Si on les cherche assez, en fait, on se rend compte qu'il y a à certains endroits des régularités. Je vous passe le détail parce que c'est un peu, voilà, on s'en fout un peu du détail, quoi. Et puis l'intérêt n'est pas forcément énorme, mais c'est juste pour dire que oui, dans ces phénomènes-là, alors ça, ce serait plus des exemples de phénomènes économiques, mais voilà, c'est juste pour regarder à l'idée que oui, en fait, il peut y avoir des régularités, comme on va le voir. Alors un exemple que je donne souvent, je vais vous le faire, vous n'êtes pas forcément beaucoup, donc, puis en plus vous êtes peut-être un peu déjà sceptique, donc je ne sais pas si ça a marché. Mais en tout cas, je vais vous demander alors de ne pas réfléchir, enfin de réfléchir quand même un petit peu, mais pas trop longtemps, et dans votre tête, donner un chiffre au hasard entre 1 et 9. Voilà, donc normalement vous avez un chiffre, vous le gardez. Alors là, les statistiques ne sont pas énormes, on verra après combien il y a de gens qui ont répondu quoi que ce soit. Mais en fait, quand je le fais régulièrement à des étudiants, quand il y a des dizaines et des dizaines d'étudiants, en fait, j'obtiens cette distribution. Et il y a toujours à peu près 20% de 7, ça c'est sur 3 années. Hein. Donc il y a 70 personnes, 147 personnes et 84 personnes, donc c'est en 2002, ça le dernier. Et à chaque fois, donc les autres ne sont pas forcément significatifs, mais vraiment le 7, il est à chaque fois significatif et il est à plus de 20%, à peu près 20%. Alors je ne sais pas combien de gens qui ont répondu 7. 3 ? J'ai changé d'avis. Ah non, mais il ne faut pas changer d'avis. 3, on est, ouais, bon, je ne sais pas si les stats sont assez, mais 3, 20%, ça fait 15. 3, du coup, 20%, ça ferait 15, ça veut dire qu'on est 15, c'est à peu près ça en plus. Donc ça marche à peu près. Bon, les stats sont nuls, il ne faut pas faire ça. Mais en gros, c'est l'idée. Donc c'est pour ça que je vous ai donné aussi le truc au cas où ça foire, bien sûr. Parce qu'en gros, quand on le fait à plus grande échelle, voilà. Donc là, ce que vous pouvez me dire, c'est oui, ok, d'accord, c'est une régularité, mais là, c'est pas vraiment une régularité sociologique parce qu'il n'y a pas d'interaction entre les gens, donc c'est plutôt une régularité peut-être psychologique. D'ailleurs, c'est très compliqué à expliquer pourquoi il y a le 7 comme ça qui pop tout le temps. Et en plus, c'est pas que le 7, il y a vraiment la forme à chaque fois c'est assez étonnant. Chaque année, quand on le refait, qu'on revoit de nouveau, c'est dessiné la même forme, alors que c'est une autre promo complètement différente, c'est assez marrant. Et vous pourriez me dire, ouais, vous êtes bien gentil, mais c'est pas vraiment une régularité sociologique, puisqu'il n'y a pas d'interaction entre les gens, juste ils sont là, et puis. Ou alors c'est des interactions sociales déjà intégrées dans leur cerveau qu'ils vont plus dire 7, bien sûr. Alors, un autre exemple de régularité, qui pour le coup est un peu plus intéressante, c'est quand on regarde certaines élections, donc parce que vous savez que le vote, les élections, c'est un sujet sociologique en soi, hein, et de sciences politiques aussi. Et en gros, quand il y a un papier qui date de 2007 et qui portait sur un certain type d'élections, c'est les élections proportionnelles, ce qui s'appelle avec circonscription multisiège et liste ouverte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'idée c'est qu'en gros vous avez plein de listes qui se présentent, et dans chaque liste, donc ça c'est une liste, hein, puis ça vous avez plein de listes qui se présentent, et dans chaque liste vous avez un certain nombre de candidats et de candidates. Et un candidat ou une candidate, il va recevoir un certain nombre de votes. Donc n'importe qui peut voter pour un candidat ou une candidate de n'importe quelle liste. Donc quand on regarde à la fin, chaque candidat et candidate a reçu un certain nombre de votes V. Il appartient à une certaine liste qui contient un certain nombre de candidats et de candidates, ça change. C'est pas forcément les listes. Les listes, en gros, n'ont pas toutes le même nombre de candidats. Et en tout, une liste obtient N votes. Et ils vont s'intéresser à la distribution des votes, c'est-à-dire ils se disent quelle est la proportion de candidats qui obtient V votes, qui obtient un certain nombre de votes V, et donc V égale 1 jusqu'à 10 000, 100 000, etc. quoi. Donc combien il y a de candidats qui obtiennent 100 000 votes, combien il y a de candidats qui obtiennent 50 000, etc., jusqu'à 1, enfin jusqu'à 0. Et en fait,
ils vont utiliser une certaine variable, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder V, mais ils vont regarder le produit de V par le nombre de candidats de la liste divisé par le nombre de votes en tout. Et ils vont regarder ça en Italie sur 3 années qui n'ont rien à voir, 1958, 1972 et 1987, en Pologne en 2005 et en Finlande en 2003. Et en fait, en faisant ça, alors à la limite, l'intérêt de ce truc-là, je ne sais pas, mais c'est juste l'idée que c'est vraiment un truc purement, pour le coup, social, enfin sociologique, quoi. C'est vraiment et quand ils regardent ça, en fait, eh ben, ils obtiennent exactement la même distribution pour ces 5 pays. Enfin, il y a 3 pays, c'est l'Italie à 3 années différentes, des années qui s'étalent sur sur 30 ans, et sur deux autres pays, en Pologne et en Finlande, quoi. Donc c'est assez, en soi, un peu impressionnant. Je sais pas, moi ça m'impressionne ce genre de truc, mais je sais pas si vous avez ce genre de sensibilité. Mais en gros, l'idée c'est que, malgré le fait, encore une fois, que on regarde des pays qui culturellement sont complètement différents, des époques qui sont en soi complètement différentes, en fait, quand on recherche des régularités, évidemment non triviales, parce que des régularités triviales, on peut toujours en trouver, et on peut trouver des régularités qui sont loin, en fait, d'être triviales. Et il y a un autre papier en 2013 qui a refait ça, et qui s'est rendu compte qu'il y avait à peu près la même distribution sur beaucoup d'autres pays, et à beaucoup d'autres années, et qu'on avait toujours cette distribution-là des votes. Donc, voilà, ce qui est en soi un peu voilà. Moi, je trouve ça assez marrant. Et c'est aussi l'idée que, oui, en fait, le vote, pour le coup, c'est un phénomène de sciences politiques et de sociologie. Et malgré le fait que, encore une fois, quelles sont les innombrables causes qui vont nous faire voter tel ou tel candidat ou candidate? Il y en a plein. Pourquoi on va changer d'avis? Pourquoi on ne va pas changer d'avis? Etc. On a l'impression que c'est complètement chaotique. Et en fait, si on se met à une certaine échelle, des régularités apparaissent. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Probablement. Est-ce que c'est la fin de la question? Évidemment que non. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des régularités? Oui, il y a des régularités parfois. Et donc, ce qui est intéressant, et ça, c'est la deuxième partie de ce que je voudrais ici vous raconter, est-ce qu'il y a une explication à ces régularités-là? Est-ce qu'on peut retrouver ces régularités à l'aide d'un modèle simple explicatif? C'est ce qu'ils font, justement. En gros, ils se disent, on va faire un modèle très simple. On imagine que le candidat, ils ne disent pas que c'est ça qui se passe en vrai, hein. C'est un modèle, et ils se disent, c'est comme si. Et en gros, ce candidat-là ou cette candidate va essayer de convaincre des gens de voter pour elle, ou pour lui. Et ces gens vont eux-mêmes essayer de convaincre d'autres personnes, etc. À chaque étape, il y a une probabilité ou pas de convaincre la personne. Et si on est convaincu, on peut potentiellement convaincre d'autres personnes. Vous allez me dire, c'est éclaté comme modèle, mais en soi, quand on met une certaine probabilité, donc une certaine fonction, réellement, de probabilité de convaincre, qui ressemble en fait enfin, c'est des trucs qui se retrouvent toujours en théorie des réseaux, etc. C'est toujours le même type de probabilité qu'ils mettent. Mais en fait, quand ils implémentent ça dans leur modèle et qu'ils regardent ce que ça donne à la fin, ils reproduisent exactement la distribution des votes à la fin. Et donc en fait, là, c'est un modèle. Donc là, c'est la deuxième question que je voudrais vous adresser ici. C'est la question des modèles, notamment dans les sciences sociales. Parce que vous savez qu'en physique, typiquement, on fait beaucoup de modèles. Et on sait très bien que le modèle ne représente pas directement la réalité, mais on fait comme si ça représentait un certain aspect de la réalité, et on regarde ce que le modèle raconte. Et donc c'est un petit peu ce qu'ils font là, parce qu'on a un modèle. Est-ce que ce modèle décrit réellement ce qui est en train de se passer entre les gens? En fait, c'est très compliqué de décrire ce qui est en train de se passer entre les gens, mais dès l'instant où on a un modèle simple comme ça, qui reproduit à la fin ce qu'on observe, et de manière non triviale, on peut se dire qu'il y a quand même un intérêt derrière à la chose, quoi. Quand on discute de modèles, alors ça, c'est un exemple que mon collègue Antoine Brandelet m'a donné quand justement on parlait de ces questions-là, d'épistémologie des modèles, de qu'est-ce que c'est un modèle réellement, et de comment est-ce qu'il est utilisé en sciences. Mais en fait, il faut vous dire qu'un modèle, c'est quelque chose qui a pour prétention de pas forcément de capter l'entièreté des détails de la réalité, mais au moins de capter quelque chose qui permettent justement de parler de la réalité. Alors typiquement, imaginez que je veuille vous représenter le Royaume-Uni, donc les 2 îles du Royaume-Uni, mais que j'ai à disposition, et vous faire comprendre à quelqu'un qui n'a jamais vu le Royaume-Uni, faire comprendre qu'en fait il y a 2 îles et qu'il y en a une qui est un peu plus petite que l'autre et qui est un petit peu à côté, etc. Mais que j'ai rien d'autre à disposition que une espadrille et un téléphone portable. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire non, mais en fait, c'est un truc du genre comme ça, et puis voilà, un petit truc à côté, quoi. Et là, si je vous demande ce que c'est ça, du coup, de quoi? C'est l'Irlande, voilà. Et en fait, tout le monde, vous arrivez à capter que c'est l'Irlande. On est bien d'accord que c'est pas l'Irlande, quoi. Mais si vous voulez, avec cette représentation bidon, l'idée, c'est que quand même,
c'est quand même, si vous voulez, l'idée c'est que quand même, malgré le fait que ce soit complètement éclaté comme modèle, il y a quand même quelque chose derrière qui correspond à ce qui existe dans la réalité, plus ou moins. Et du coup, on peut parler quand même de la réalité à partir d'un modèle extrêmement simpliste dans ce cas-là, bien sûr. Évidemment, plus il est simpliste, plus il y a des détails qui vont nous échapper. Si je veux partir en voyage en Irlande, par exemple, je ne vais rien faire de ça, bien sûr. Hein. Donc là, j'aurais besoin peut-être d'une carte un peu plus détaillée. Mais pareil, dans cette carte détaillée, il y a plein de détails qui manquent. Mais le fait, si vous voulez, de rajouter du détail, etc., et de en même temps simplifier des choses, ça nous permet de transmettre quelque chose, de transmettre une information, et surtout d'avoir un objet que l'on peut manipuler. La notion de modèle en épistémologie, elle est plurielle, et il y a des dizaines d'acceptations du mot. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Mais quand même, l'idée, c'est ça, c'est de représenter quelque chose, mais on sait très bien que c'est de représenter la réalité sous une forme simplifiée, pour pouvoir avoir quelque chose qu'on peut prendre en main et qu'on peut manipuler. Et on sait très bien qu'on va perdre beaucoup d'informations par rapport à la réalité, mais ce qu'on gagne, c'est de pouvoir manipuler quelque chose et de faire dire quelque chose à ce modèle-là, quoi. Et c'est comme si vous avez un plan du métro, donc là, si par exemple vous allez plus spécifiquement à Londres et que vous voulez vous déplacer sur le métro, là c'est un modèle du métro, entre guillemets. Donc quelqu'un pourrait arriver et dire, oui, mais avec ton modèle du métro, de Londres, il y a plein de choses qu'on ne capte pas du métro, par exemple ces odeurs ou les artistes qui jouent dans le métro. On dit oui, mais d'accord, mais c'est pas le but là. Donc on n'est pas du tout en train de parler de ça. Là, le modèle du métro a un but précis, et en fait, il y a quand même une information qui existe dans la réalité et qu'on a réussi à retranscrire dans le modèle. C'est typiquement l'ordre des stations. Évidemment, après, il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le vrai métro de Londres, entre guillemets. Donc c'est ça un petit peu l'idée de modèle en sciences et en physique. Tout le monde accepte de faire ce genre de trucs. Et il se trouve que, potentiellement, dans certaines sciences, alors peut-être à part l'économie, où ils usent de modèles, peut-être ils usent un peu trop, mais dans beaucoup de domaines, notamment la sociologie, puisque c'est le thème un peu de ce qu'on raconte ici, on a du mal à... En tout cas, les gens sont un peu plus réticents à utiliser des modèles, justement pour cette question de on va trop simplifier la réalité. La réalité sociale on ne peut pas la simplifier de la même manière que l'on simplifie, la réalité physique. Alors, pour vous donner un exemple en physique, justement, imaginez qu'il y a quelqu'un qui joue à la pétanque. C'était il y a longtemps, j'avais encore des cheveux. Et donc là, on a une situation expérimentale réelle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce qui nous importe, c'est de décrire la trajectoire de la balle, donc c'est de savoir où la balle va arriver, du coup, on va simplifier à l'extrême cette situation et on va en faire un modèle explicatif avec une force qui va du haut vers le bas. Et un problème. Et du coup, on va représenter la boule par un point matériel. Enfin, ça n'a pas de sens en soi. La boule, ce n'est pas un point matériel. Tout le monde le sait que la boule, ce n'est pas un point matériel. Mais l'idée, c'est que on va quand même capter avec ce point matériel quelque chose. On va quand même réussir à parler du réel, malgré le fait qu'on sait très bien qu'une boule de pétanque, ce n'est pas évidemment un point matériel. Il y a quelques personnes, du coup, il y a des domaines en sociologie qui sont beaucoup plus portés sur les modèles, justement. Et notamment un des modèles un peu connus dans ces domaines-là de la sociologie, parce que vous savez que la sociologie, ça tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, est très fragmentée dans plein de théories qui ont du mal à s'unifier ou qui parfois, par exemple, passeront dans sa conférence, le dit explicitement, la sociologie n'a pas à être unifiée, la pluralité des théories, des paradigmes est l'état normal de la sociologie. Il le reconnaît, c'est le pluralisme non pas seulement épistémologique, mais aussi des sciences sociales en général. Et ça, évidemment, ça peut être potentiellement gênant. Moi, personnellement, ça me gêne. Mais après, encore une fois, c'est ma sensibilité épistémologique peut-être qui fait ça. Et du coup, en partie, ce qu'on va avoir du mal parfois à imaginer, c'est d'utiliser ce genre de modèle d'abstraction en sociologie, ou alors de les utiliser de manière vraiment très limitée. Et un modèle que j'aimerais bien vous présenter, parce que potentiellement on peut beaucoup en parler, et il va vachement illustrer, je pense, ce que j'ai raconté juste avant, c'est le modèle de Schelling de ségrégation urbaine notamment, parce qu'il l'a utilisé d'abord pour modéliser la ségrégation urbaine, parce qu'on se rendait compte de manière empirique que dans les villes, il y a une ségrégation qui se fait, une ségrégation spatiale,
avec des communautés. Alors ça peut être les noirs, les blancs, les riches, les pauvres, les catholiques, les protestants, etc. Il y a des régularités, on observe ces régularités-là, que dans les villes, il y a des communautés qui se retrouvent et qui au bout d'un certain moment, habitent vraiment dans les mêmes quartiers et de manière assez cloisonnée les unes des autres. Et en gros, il s'est dit, je vais faire un modèle. Alors quand vous allez voir le modèle, vous allez dire, mais il n'est jamais descendu dans la rue une seule fois, quoi. Enfin, c'est un modèle mathématique. Et donc c'est intéressant, je pense, de parler de ce modèle mathématique et de potentiellement ce qu'il vaut. Enfin, modèle, voilà, informatique. Enfin, à l'époque, il l'a fait à la main en plus, lui, mais maintenant, on le fait évidemment de manière informatique. Alors l'idée, c'est qu'il part d'un quadrillage fini, un quadrillage comme ça, donc il y a plein de cases. Et en gros, les cases, elles peuvent être soit bleues, soit rouges. Et si elles sont blanches, c'est que la case est vacante. OK ? Et donc la règle de dynamique, c'est qu'à chaque étape, un point, il peut changer de case s'il est en minorité par rapport aux autres. Donc s'il y a un point bleu qui est entouré de trop de points rouges, donc il accepte entre guillemets d'être entouré d'un certain nombre de points rouges, mais il y a un seuil comme ça, ou s'il est entouré de trop de points rouges, et là il change et il se rapproche d'un état où il est mieux, quoi. Donc là c'est une animation, et vous voyez où inexorablement en fait se forme spontanément de la ségrégation. Parce que vous voyez en gros que les taches rouges deviennent de plus en plus grosses, les taches bleues deviennent aussi de plus en plus grosses. Bon là c'est revenu au début. Je vais l'enlever pour pas vous donner trop envie de vomir. Mais en gros l'idée c'est que ce qui est bien dans ce modèle, c'est qu'il est supra simple. Pour le coup mathématiquement il est hyper simple. Évidemment, comme tout modèle, il manque beaucoup de détails de la réalité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il va faire varier le seuil à partir duquel les gens changent. Parce qu'on pourrait dire, c'est juste que... alors ça, c'est les gens en ségrégation urbaine, mais ça peut être appliqué à beaucoup d'autres phénomènes. Mais en gros, on se dit juste, chaque point est tolérant jusqu'à un certain seuil. Mais en fait, il peut vraiment mettre un seuil très haut. En fait, il peut très bien dire, chaque point est tolérant jusqu'à 75%. C'est-à-dire qu'il peut très bien être entouré de 75% de personnes qui ne sont pas comme lui, et ça ne le dérange pas. Par contre, à 75%, là, il s'en va. Et en fait, ce qu'il remarque, avec ce modèle très simple, c'est que même avec des seuils très hauts, donc des gens plutôt tolérants, en fait, inexorablement, à un moment, s'il y a une instabilité à un endroit, et ça se répercute sur tout le schéma, enfin sur tout l'aire géographique, entre guillemets, et ça aboutit inexorablement à de la ségrégation. Donc ce qui est intéressant avec ce modèle-là, hyper simple, hyper simplifié, et évidemment lacunaire sur plein de points, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se rend compte que potentiellement, ça peut quand même repenser à la Grande-Bretagne tout à l'heure. Hein. C'est ça le truc d'un modèle, c'est OK, on simplifie. Et en fait, il y a toujours un équilibre à trouver entre la simplification et donc on va perdre des détails, et le fait que vu qu'on a simplifié, on le rend plus manipulable et du coup on peut le faire dire un peu plus de choses, quoi. Et donc inexorablement, donc ça c'est un modèle qui est réutilisé dans plein de cas différents. J'avais lu un papier aussi où en gros ils vont ajouter d'autres hypothèses. Donc ils vont faire varier le prix. Donc en gros ils vont faire varier le prix de chaque case, comme si chaque case était un logement possible. En fait ils vont faire varier le prix du logement en lui faisant obéir à certaines lois élémentaires, des lois du marché élémentaires. Et ils vont prendre en compte un élément en plus, c'est-à-dire le salaire des personnes, et ils partent d'un modèle avec un truc hyper simple où tout le monde gagne le même salaire. Ce qui n'a pas de sens, c'est pas du tout réaliste comme hypothèse. Mais la question c'est, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les modèles, ils partent jamais en fait, ou très 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 rarement, d'hypothèses parfaitement réalistes. La question d'un modèle, c'est on va poser certaines hypothèses et on va regarder ce qu'il nous dit, quoi. Et en fait, s'il colle vraiment bien à la réalité, là on pourra se demander, est-ce que ces hypothèses du coup correspondent bien à la réalité ou pas, quoi. Évidemment, si les hypothèses sont trop pétées, on ne sera pas trop étonné, si vous voulez, derrière, d'avoir un modèle qui ne colle pas du tout à la réalité. Mais là, si on observe en fait ce phénomène de ségrégation se produire même avec des hypothèses extrêmement simples, en fait, ce que ça nous dit, ce modèle, c'est que, sachant que la réalité est encore plus complexe, du coup, en fait, il y a beaucoup de complexité aussi, peut-être, qui vont venir s'ajouter, bien sûr. Mais en fait, déjà, rien qu'avec ce phénomène-là, ça veut dire qu'en gros, la ségrégation est quasiment, en tout cas, dans ce modèle-là, est quasiment inexorable. Mais ségrégation, pas au sens, comme je vous l'ai dit, au sens où des personnes vont... mais je suis sûr que vous mettez des enfants dans une salle et vous allez observer la même chose avec les garçons et les filles, ou j'en sais rien. Enfin, ça peut être sur plein de domaines différents. Et la question, évidemment, épistémologique derrière, c'est OK, c'est bien beau ce modèle-là,
mais est-ce qu'il nous raconte quelque chose ou pas, quoi. Et ça, c'est des questions évidemment d'épistémologie que on ne va pas régler ce soir. C'était juste pour vous présenter le fait que oui, en fait, en sociologie, ils arrivent à faire des modèles. Et après, on peut évidemment discuter. Alors, notamment la sociologie le domaine de la sociologie qui fait ça, ce qu'on appelle la sociologie analytique. C'est un domaine de la sociologie qui est très peu connu en France. Il n'y a pas d'institut de la sociologie analytique en France. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que c'est pas ces choses-là, ces modèles, etc., c'est pas des physiciens ou des physiciennes qui sont arrivés comme ça en se déguisant en sociologues et qui ont fait des modèles comme ça en disant ah, on va décrire la réalité avec 3 paramètres. C'est vraiment des sociologues, c'est vraiment des programmes de recherche qui proviennent de courants sociologiques aussi. C'est juste qu'ils sont très peu connus, notamment en France, mais un peu plus en Suède et dans des pays de ces pays-là, quoi. Notamment en Suède, je crois qu'il y a un institut. Bon, voilà. C'est juste pour vous dire que ça, donc la sociologie analytique, le programme de recherche qui est derrière, c'est vraiment de faire, entre guillemets, en fait, un peu comme les autres sciences modélisatrices, et typiquement d'analyser le social en le divisant en petits bouts potentiellement modélisables et en voyant comment s'agrège le tout. Donc il y a vraiment cette notion-là, et la notion aussi de mécanisme, c'est-à-dire vraiment les explications pour eux. Pour ce domaine-là, les explications en sociologie doivent se trouver sous forme de mécanismes, et notamment c'est en lien, mais pas uniquement avec ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Donc l'idée de dire, en fait, une façon d'expliquer les phénomènes sociaux, c'est de les faire émerger à partir de l'interaction de choix ou de décisions individuelles. Et donc ce qu'on va modéliser, c'est les décisions individuelles. Évidemment, c'est des décisions individuelles contraintes, puisque c'est de la sociologie, hein, c'est pas de la psychologie, donc c'est des décisions individuelles contraintes, et on regarde comment, en fait, ces décisions individuelles, à la fin, font émerger, en fait, les phénomènes sociaux. C'est un programme de recherche qui existe parmi d'autres, et la sociologie analytique, en partie, ne se réduit pas à celui-là, mais s'en inspire beaucoup. Voilà, donc c'est une nouvelle découverte pour moi, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, j'ai fait la physique aussi dans ma vie, donc ça me parle peut-être plus. Mais encore une fois, c'est vraiment des programmes de recherche qui sont portés par des sociologues. Il y a des physiciens et des physiciennes, parce que forcément, ça utilise des outils qui sont utilisés dans d'autres sciences, notamment la physique. Mais pas uniquement, quoi. Enfin, c'est vraiment, a priori, de la sociologie, quoi. Donc, en conclusion, alors, est-ce que c'est possible? En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est possible de faire de la sociologie ou des sciences sociales de manière sous-tendue par la même épistémologie que les sciences dites, entre guillemets, naturelles? Alors, de toute évidence, oui, il y en a qui le font. Alors après, est-ce que ça a un intérêt? On pourrait dire aussi que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La question, c'est que s'ils y arrivent, a priori, ça a le même intérêt que dans toutes les autres sciences, quoi. S'ils parviennent réellement à reproduire des phénomènes et à les expliquer avec leur programme de recherche, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne porte pas le même intérêt que dans les autres sciences. Comme je l'ai dit, est-ce qu'il existe des communautés scientifiques structurées autour de programmes de recherche? Alors, oui, notamment la sociologie analytique, il y en existe peut-être plus. Encore une fois, je ne suis pas exhaustif du tout. Et est-ce que c'est la seule forme de sociologie ou de sciences sociales qui est valable scientifiquement? Évidemment que non. Bien sûr que non. C'est pas du tout le propos ici qui est tenu. Le propos, encore une fois, je le résume maintenant. C'est en gros, l'idée, c'était de dire, spontanément, on peut avoir l'impression, instinctivement, entre guillemets, que les sciences sociales, que l'humain, ça ne peut pas être abordé exactement de la même façon que les sciences physiques. On a vu quelques arguments, typiquement le fait que ce sont des phénomènes historiques, etc. Mais on a vu aussi quelques contre-exemples, c'est-à-dire le fait que, oui, il existe des régularités, et là, le peu de régularités que je vous ai montré, c'est vraiment c'est vraiment des exemples, très peu d'exemples, il y en a vraiment énormément plus. Et en fait, ça suit un petit peu la même logique que dans les sciences dites naturelles, c'est-à-dire qu'on fait des observations, mais quand on fait des observations, on les fait à l'intérieur d'un certain langage, on ne les fait pas de manière pure, mais en les faisant d'une certaine manière, on voit apparaître des régularités, et c'est ces régularités qu'il s'agit d'expliquer. Mais ça, je ne pense pas que vraiment il y ait beaucoup de sociologues qui soient a priori contre l'idée qu'on observe des régularités dans le monde social. Typiquement, quand on parle de reproduction sociale par l'école, c'est ce qu'on observe. On observe qu'il y a une régularité, on essaie de l'expliquer. Donc je ne suis pas non plus caricaturer évidemment la position adverse, mais ce qu'on a regardé un petit peu, c'est des contre-exemples. Voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des tomates à m'envoyer, ce que vous voulez. Merci.
En fait, je me pose la question s'il n'y a pas beaucoup de sociologues ou d'académiques en sciences humaines en général qui s'opposent justement à l'utilisation de modèles ou qui s'opposent Qui s'opposent qui s'opposent à l'idée que je ne suis pas francophone en jargon académique, je suis désolée. Mais donc, qui s'opposent à l'idée que leurs théories doivent être valables si elles sont, si on peut les reproduire, si elles sont prémonitoires, si une description en soi n'est pas déjà ce qui peut être atteint. Et donc, je m'en demande, mais c'est vraiment une question, hein, donc je me demande quelle est la réaction de beaucoup de personnes de sciences humaines par rapport à la tendance à justement tout modéliser. Oui, voilà. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une... Moi, je pense qu'il y a vraiment une rupture épistémologique sur ce que veut dire expliquer en sciences, de manière générale, et en sociologie en particulier. Et en fait, qu'est-ce qu'une explication en physique ? C'est réduire un phénomène à un modèle ou à un ensemble de modèles. Une théorie, ça peut être compris comme une famille de modèles, c'est-à-dire comme des modèles qui se ressemblent, qui ont les mêmes lois ou les mêmes principes de fonctionnement. Et en fait, je pense qu'en sociologie, en sciences sociales en général, il y a la question, c'est pas est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas, c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant le but de la discipline. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une logique donc ce qu'ils appellent compréhensive dans le jargon entre guillemets de la sociologie, et que l'idée c'est de comprendre les motivations des agents, donc c'est plutôt de la micro-sociologie, où on va étudier un petit groupe, on va faire un terrain avec un petit groupe, et on va pas du tout avoir de prétention à généraliser à d'autres groupes, etc. Et on va essayer de comprendre les motivations de chaque individu. Et ça, c'est vraiment une vision de la discipline qui est fondamentalement, je pense, différente d'autres visions qui existent. Alors peut-être qu'en sociologie analytique ou que lorsqu'on utilise des modèles, on est limité à un certain nombre de phénomènes. On est peut-être limité à des phénomènes macro-sociaux qui sont assez gros pour qu'on puisse voir apparaître des régularités. Et peut-être qu'il y a d'autres cas où en fait on ne peut rien faire d'autre que décrire une situation et que ça constitue déjà de la connaissance. Et donc je ne sais pas si... En fait ils ne s'opposeront que lorsqu'il y aura un camp qui voudra imposer à l'autre son épistémologie et sa vision de la science. Mais je... Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est trop général pour que je puisse répondre comme ça. Peut-être, ouais, je ne sais pas. C'est sans doute pas exactement la même chose. J'ai pas encore fait l'exercice, mais ça me fait un peu penser au principe d'épistémologie féministe selon Sandra Harding, où elle pose la question de l'objectivité. Donc elle dit en fait, il y a un problème avec cette notion absolue d'objectivité, surtout dans les sciences humaines, parce que l'objectivité fait en sorte qu'il y a beaucoup de nuances, justement, très valables, qui deviennent obsolètes, qu'on ne voit plus. Et donc, elle dit, en fait, c'est justement en explicitant tous les petits... Ce qui sont considérés comme des défauts par les sciences bêta, hein, donc toutes les petites subjectivités du rechercheur, de la rechercheuse dans son cas. Et elle dit, en explicitant tout ça, on atteint ce qu'elle nomme l'objectivité forte. Donc elle dit, en fait, l'objectivité n'existe pas. C'est une idée qui, justement, est portée en avant parce que il y a une histoire très forte qu'elle connecte au capitalisme, par exemple, en disant il faut que tout soit, je ne trouve pas le mot en français, eenheidsworst. Donc que tout ressemble le plus possible. Donc que l'idée de pouvoir reproduire, ce qui est très important. Hein, donc elle va, à mon avis, elle est d'accord avec Karl Popper, hein, c'est pas ça, mais c'est un peu... il y a quelque chose là qui me dérange un peu dans l'idée il faut essayer d'utiliser les mêmes ingrédients sur les sciences humaines que sur les sciences
dures, oui, j'allais dire fortes, mais donc sur les sciences dures. Et je crois que peut-être ça obscurantise plus que ce que ça ne donne. Mais c'est vraiment une question, hein, donc c'est pas une critique, c'est vraiment une question. Non, mais je connais je suis au courant de ces contradictions-là, de ces questions-là. Et encore une fois, moi, ce que j'ai présenté là, c'est pas regarder, c'est comme ça qu'il faut faire. À aucun moment j'ai dit ça parce que je suis pas du domaine à la base. Moi, je m'y intéresse en tant qu'épistémologue. Et du coup, je découvre plein de façons de voir les sciences sociales. Du coup, je m'y intéresse. Moi, je dis pas il faut faire ça plutôt que ça. Je dis est-ce que c'est possible de faire ça et est-ce que cela a un intérêt? Et c'est vraiment une stratégie différente. Je suis personne pour dire qu'il faut faire d'une façon ou d'une autre. Je me dis est-ce que c'est possible de faire ça ou pas? En fait, oui, c'est possible et il y a des gens qui le font. Est-ce que ça a un intérêt? À quel point ça décrit effectivement ce qu'on observe ou pas? Moi, c'est ça ma stratégie de base, de comment j'annonce ça, quoi. Et après, pour revenir sur les questions d'épistémologie féministe, etc., de ce que j'ai pu lire, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc je n'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que derrière, il y a une distinction qui est abolie, et c'est la distinction entre le contexte de découverte et le contexte de justification. Alors, en épistémologie classique, entre guillemets, je ne vais pas vous faire un cours, hein, on va aller boire un coup après, mais c'est juste, en gros, l'idée, c'est de dire, il y a un contexte de découverte, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des personnes découvrent des choses? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a certaines idées qui émergent? Pourquoi il y a certaines idées qui s'imposent plus que d'autres, etc., ou qui ont plus de poids? Et en fait, ça, il n'y a pas vraiment de méthode scientifique. Le scientifique ou la scientifique, il n'arrive pas au matin au bureau en disant « Bon, alors, je vais appliquer la méthode de A à Z et ce soir, j'aurai découvert 4 trucs. » Évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Qu'il y a des contextes historiques et sociologiques qui font que il y a certaines idées qui sont beaucoup plus mises en avant que d'autres. Il y a certaines recherches qui sont beaucoup plus financées, tout simplement, que d'autres, ou beaucoup plus visibles, d'autres qui sont complètement invisibilisées. Et notamment, historiquement, on peut clairement mettre ça en rapport avec le capitalisme, dans le contexte de découverte, et avec le patriarcat aussi, clairement. Et donc ça, c'est le contexte de découverte. Après, il y a le contexte de justification, et ça, c'est, selon moi, c'est là où s'applique l'épistémologie. L'épistémologie, encore une fois, dans ma définition, qui n'est pas la même que la définition des épistémologues féministes, mais dans ma définition, c'est la reconstruction rationnelle des théories et de leur justification. Mais pas non plus de Sandra Harding, parce qu'elle est vraiment très exceptionnelle. C'est vraiment pas... Elle n'était pas très woke. Enfin, je veux dire, c'était vraiment il y a une génération, quoi. Donc, je me demande vraiment, honnêtement, si... Moi, je pense que pour avoir discuté avec des personnes qui, justement, étaient plutôt dans ce domaine-là d'épistémologie féministe, il y a une distinction qui est abolie, et cette distinction, elle est abolie. En gros, ils disent, dans l'épistémologie classique, on peut séparer les deux. On peut dire que, en gros, le contexte historique, évidemment, qui va jouer sur l'émergence de certaines idées, mais par contre, après, lorsqu'il s'agit de dire si ce sont des bonnes ou de mauvaises idées, en fait, là, il y a des critères objectifs. Et l'épistémologie, notamment du point de vue où l'épistémologie féministe, encore une fois, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je m'aventure pas trop. Je crois, encore une fois, je serais prêt à être réfuté si à être contredit, quoi. Mais je crois qu'ils abolissent cette distinction. Ils disent on peut pas imaginer qu'il y a des critères épistémologiques objectifs qui vont s'appliquer indépendamment du contexte historique. Et moi, je pense que oui. Donc, du coup, je pense qu'on n'est pas sur le même plan, en fait. Et ça ne veut pas dire que les travaux... selon moi, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces travaux-là n'ont pas forcément d'intérêt, mais c'est juste que c'est de l'histoire et de la sociologie des sciences qu'il faut absolument connaître, je pense, pour faire de la science notamment. Il faut absolument connaître que nos biais individuels et structurels vont énormément jouer sur la façon dont on va faire de la recherche, etc. Après, en tant qu'épistémologue, est-ce que ces biais-là vont... est-ce qu'on ne peut pas définir la science de manière indépendante de ces biais-là? Ça, c'est une autre question. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si j'ai... Pour ceux que ça intéresse, Sandra Harding, c'est vraiment Google. C'est vraiment... C'est à part, c'est autre chose. Mais du coup, juste pour finir, si on prend cette dernière définition, donc la définition que moi je défends personnellement, je ne suis pas seul à le défendre, hein, mais que moi je défends de distinguer justement ces deux contextes-là, là, il n'y a pas vraiment de problème épistémologique à considérer qu'on puisse faire de la science sociale avec des modèles. Je pense que ces problèmes-là épistémologiques et de parler d'objectivité, dans un sens, hein, faut pas
faut pas croire que... Faut pas être naïf dans un sens comme dans l'autre, bien sûr, mais voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Bonsoir. Pour me situer, moi je suis historien de formation. J'ai fait des études d'histoire, je suis plus fait d'histoire après, mais... Et moi, les interrogations qui me sont venues par rapport à ça, c'est est-ce que quand on parle de sciences sociales, en fait c'est surtout la moi je dirais plutôt surtout la sociologie, la psychologie, parce que par exemple l'histoire, pour prendre un domaine que je connais, n'a pas tellement vocation à retrouver des lois, c'est plutôt après éventuellement la psychologie ou la sociologie qui s'applique alors sur ce que l'histoire a fait émerger, parce qu'on a en histoire le concept de sciences auxiliaires de l'histoire. En fait, c'est un peu toutes les sciences physiques, biologie, on a des trucs très spécifiques comme la dendrochronologie pour l'étude des arbres, les cernes, etc. Voilà. Et l'archéologie, etc. Toutes sortes de choses qui permettent de construire ce qu'on connaît de l'histoire. Mais après, finalement, l'histoire sert peut-être un peu de sciences auxiliaires pour la sociologie et peut-être la psychologie aussi, finalement. Donc c'est vrai que c'est pas nécessairement, j'ai l'impression, enfin, dans ma perception, hein, mais que quand on parle de sciences humaines et sociales, c'est pas un groupe, c'est pas hétérogène. Il y a plus le côté sociologie, psychologie et d'autres sciences comme l'histoire, sciences humaines comme l'histoire, qui n'ont pas la même vocation exactement dans. Après, il y a encore d'autres domaines auxquels je pense, mais je parle de ce que je connais uniquement là. Mais du coup, là, il y avait une question. Mais oui, je ne sais pas votre avis par rapport à ça. Non, je m'intéresse beaucoup aussi, justement, les sciences historiques en général, et notamment l'histoire. Ouais. Et oui, je pense que moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est que, est-ce qu'on peut faire émerger des régularités? Probablement. Des changements de mode de production, par exemple, c'est des régularités, c'est des choses qui arrivent depuis des dizaines depuis 12 000 ans. Et, par exemple, en histoire, si on regarde, je ne sais pas si c'est vraiment de l'histoire ou... Oui, c'est ça aussi, c'est parce que je me dis, là, finalement, on bascule peut-être plus. J'ai l'impression que l'histoire, c'est plus la construction de vérités historiques, ça peut c'est un peu simplifié de dire ça, mais de choses qui ont été plus ou moins établies. Mais après, ça sert finalement, ça fournit des matériaux finalement plus. Et ça s'auto-alimente. Il y a une notation des allers-retours entre la sociologie, psychologie, éventuellement l'histoire, etc. et toutes sortes de sciences. Mais finalement, elle n'a pas tellement vocation. Donc je ne sais pas s'il y a finalement deux catégories dans les sciences humaines et sociales. Celles qui tendent à voir s'il y a des lois qui émergent, etc. ou bien certains phénomènes qui émergent, et des trucs qui sont plus descriptifs ou bien... Voilà. Alors après, c'est peut-être des distinctions qui sont académiques, disciplinaires, mais qui épistémologiquement n'ont pas d'intérêt. Moi, je répondrais plutôt comme ça. C'est des distinctions qui, effectivement, il y a des disciplines, c'est l'histoire, c'est des historiens et des historiennes qui étudient un tout petit morceau, etc., d'une période historique. Après, il y a des sociologues qui essaient plutôt je sais pas, par exemple, de regarder des régularités, d'essayer d'expliquer certaines choses, l'émergence de certains trucs, ou pas. Mais après, de fait, épistémologiquement, peut-être qu'effectivement, cette distinction-là, disciplinaire, n'a pas vraiment de sens. Parce que épistémologique, Parce que moi, dans l'intitulé de la conférence, je m'interrogeais qu'est-ce qu'on mettait derrière les sciences sociales exactement. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Moi, après, là, j'ai parlé vraiment... encore une fois, c'était juste quelques tout petits exemples en sociologie, et encore une fois, c'est loin d'être exhaustif, c'est juste pour montrer des exemples qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et c'est tout, quoi. Ça n'avait pas du tout vocation à être exhaustif. Mais effectivement, la question de l'histoire, c'est super... Mais moi, je me souviens d'avoir eu un cours de sociologie, et notre prof avait particulièrement accentué sur la sociologie au niveau de l'innovation et parler des différentes révolutions industrielles. Et je me souviens du concept, alors je ne sais pas si c'est une théorie qui a perduré, mais une conception de grappe, une sorte de masse critique, de maturation technologique qui fait qu'on a basculé à un certain moment, dans une certaine période, assez rapidement finalement, dans une... Ouais. Ça, la sociologie des innovations, de manière générale, ça peut aussi s'interpréter avec cette épistémologie-là, essayer d'expliquer par des modèles qui pourraient s'apparenter à des modèles physiques, mais qui ne sont pas de la physique, parce que l'objet, il n'est pas physique, il est humain, il est historique. Mais effectivement, ces histoires de masse critique, etc., c'est des intuitions qui peuvent potentiellement provenir de la physique parfois. Et en fait, il faut les laisser enrichir, je pense. Évidemment, si elles sont colonisatrices, ces intuitions, c'est délétère potentiellement au domaine, mais si elles peuvent enrichir en fait juste ce qui existe déjà, je trouve que je vois pas pourquoi on devrait le refuser en fait.
Alors moi, c'est une question un peu plus méta qui porte en fait sur la réticence. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une réticence peut-être en sociologie, mais que je connais aussi dans d'autres domaines, en biologie ou en psychologie, justement à faire des modèles et à utiliser des modèles. J'ai mes idées sur pourquoi c'est peut-être le cas dans des domaines que je connais. Je veux savoir quelle était ton opinion, ton avis, si de une, est-ce qu'il y a une réticence qui existe, est-ce qu'elle est justifiée, et à ton avis, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette réticence? Donc c'est un peu une question de sociologie des sciences que je te pose. À ton avis, mais ça peut aussi être complètement juste ton opinion. T'es pas obligé de me sortir des papiers non plus, quoi. Ouais. Je pense que je dirais je sais pas. Non mais vraiment, parce que c'est pas juste parce que j'ai envie d'aller boire une bière, c'est surtout c'est parce que vraiment je sais pas, c'est très compliqué je pense, et souvent on va établir des constats sur l'état d'une discipline juste avec notre pif comme ça, mais en fait on n'en sait rien quoi. Et du coup moi je vais discuter avec un petit nombre de personnes qui sont plutôt des personnes qui vont être sensibles, des sociologues, des gens qui proviennent de sciences sociales encore une fois, qui vont être sensibles à la sociologie analytique, par exemple, à ce genre de programme de recherche. Parce que si vous parlez de ça à des physiciens ou des physiciennes, en fait, ils vont naturellement dire « Ah ouais, c'est cool !» Parce qu'en fait, c'est la grammaire en fait, de la discipline à la base. Donc, par contre, quand vous avez des gens qui proviennent des sciences politiques, des sciences sociales, de la sociologie, etc., qui sont sensibles à ces choses-là, bah, c'est... Et moi, en fait, je discute beaucoup avec ce type de personnes. Et donc en fait, je peux pas tirer un constat. Je peux donner leur opinion. Leur opinion, c'est, enfin, en fait non, j'ai même pas envie quoi. Enfin, ils ont une opinion. Moi, je m'en enrichis. Et moi, dans ma thèse, je vais aussi aller voir des personnes qui soutiennent pas ce genre de programme et essayer de réellement comprendre et pas simplement de caricaturer. Et en fait, j'ai probablement dans cette conférence même, si on veut vraiment être méta, j'ai probablement dans cette conférence caricaturé certaines positions défendues notamment par Passeron. Donc je suis complètement prêt à l'entendre. Et je pense que j'ai potentiellement caricaturé certains points. Donc, mais encore une fois, j'ai pas envie de tirer un constat comme ça au pif parce que de 4 personnes à qui j'ai parlé, quoi. Et voilà, désolé. Alors moi j'aurais une question. Déjà je veux te remercier pour la conférence, c'était très intéressant. En fait moi je suis pas du tout dans les sciences humaines, je suis dans l'informatique. Et j'ai été très intéressé par tes questions autour de la modélisation. Parce que, en fait, je suis architecte de software et de temps en temps, j'ai vraiment beaucoup de questions sur quel est le niveau de détail il faut que je donne sur mes plans ou sur mes schémas, ce genre de choses. Et je me posais la question si il y avait des recherches dans le domaine pour comment on fait pour identifier une bonne, on va dire, modélisation ou une bonne représentation. Est-ce qu'il y avait des recherches là-dessus ou pas du tout? Ça, je pourrais pas te dire, je pense. L'idée du modèle, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un équilibre entre le niveau de détail que tu veux avoir et la tractabilité de ton modèle, c'est-à-dire à quel point tu peux en faire quelque chose. Typiquement en physique, quand on modélise par des mathématiques, bah, du coup on a toutes les structures, tous les outils mathématiques derrière qui font qu'on peut balancer la machine, enfin qu'on peut lancer la machine et faire plein de calculs. Il y a un coût, le coût c'est de perdre en détail, et le bénéfice bah, c'est de pouvoir, en gros, on va dire, de pouvoir avoir quelque chose qui soit manipulable. Donc il faut trouver l'équilibre, en gros, entre les deux, quoi. Et si on simplifie trop, on va avoir un truc hyper facile à manipuler, mais potentiellement qui va nous raconter des trucs tellement vagues ou tellement triviaux que ça sert à rien. Et au contraire, si on simplifie pas assez, bah on va avoir vraiment, on va avoir tellement de détails, on ne saura même plus si tel ou tel détail est important ou pas. Et je pense qu'il y a une sorte d'équilibre entre les deux. C'est comme ça que je vois la modélisation, mais là, de savoir qu'est-ce qu'une bonne ou mauvaise modélisation. Parce que moi j'ai 2 principaux critères que j'ai fait de manière empirique. Le premier, je m'intéresse à qui va lire les documents que je produis, voir son niveau technique pour que ça corresponde. Et le deuxième, être le plus proche d'une réalité observable au niveau informatique. Et des fois, ça rentre un peu en conflit les deux. Ça rentre en conflit, c'est pour ça qu'il y a un équilibre entre les deux. C'est parce qu'il y a un conflit justement entre ces deux tendances. Et comme c'est une ça me parle ça. Et comme c'est une des premières fois que j'entends parler, notamment dans le milieu sceptique, je suis intéressé s'il y avait du contenu là-dessus. Mais bon, voilà. Il y a un bouquin sur les modèles, si tu veux, mais c'est plus de l'épistémologie des modèles que je connais. Bon, on pourra en parler après si tu veux.
Alors déjà merci encore une fois pour ta conférence. J'avais déjà eu la chance de pouvoir t'écouter dans le podcast et en fait là à l'instant tu l'as évoqué très brièvement, mais tu parlais de l'unicité des différentes théories et modèles au sein de la sociologie et tu disais que toi ça te chagrinait un peu qu'il n'y ait pas justement une sorte d'unicité qui se crée au sein de la sociologie et tout simplement pourquoi en fait toi d'un point de vue purement personnel ça te dérange. Et aussi, ne penses-tu pas que c'est peut-être un guet-apens au sein des sciences sociales de vouloir tout réunir sous une même égide, tout simplement? Un guet-apens? Dans quel sens? Dans le sens, peut-être que les sciences sociales, par leur nature même, ne sont pas faites pour être unifiées, en fait, au sein de différents modèles, au sein de différents schémas, uniques, en tant que tels. Alors, déjà, les sciences physiques ne sont pas unifiées. Si on parle par là... Non, mais je te réponds du coup. Les sciences physiques, en fait, on pourrait très bien dire, oui, mais en fait, on cherche l'unité épistémologique ou l'unité théorique dans une discipline. En fait, il y a très peu de disciplines qui sont complètement unifiées. Typiquement, la physique, il y a plein de domaines qui marchent très bien dans leur domaine de validité, qui ne rentrent pas en conflit, ou peut-être un petit peu dans leur concept, mais qui... donc, en soi, la physique elle-même n'est pas forcément parfaitement unifiée, quoi. Mais il y a quand même cette volonté derrière d'unification. De dire, il n'y a quand même qu'un seul monde, il y a quand même qu'un seul monde physique. Donc pourquoi est-ce que ce qui se passe à une certaine échelle d'énergie ou de distance, on ne pourrait pas le comprendre de la même manière que ce qui se passe à d'autres échelles, parce que finalement cette distinction elle est très anthropocentrée. Parce que ce qu'on définit comme échelle, c'est par rapport à nous, nos appareils de mesure. Donc on a une idée quand même derrière. C'est vraiment du feeling, c'est pas de l'épistémologie très rationnelle peut-être, mais il y a quand même... et peut-être que tous les physiciens ou les physiciennes, ou les scientifiques en général, n'ont pas forcément cette sensibilité-là. Et du coup, je pense que je fais un peu la même chose avec les sciences sociales, et peut-être que je projette un truc qui est pas possible de faire. Encore une fois, je suis en train de découvrir ces questions-là, donc j'y vais vraiment petit pas, quoi, et peut-être qu'effectivement, j'ai pas encore trouvé d'argument. Moi, je pars de l'hypothèse nulle, l'hypothèse zéro pour moi. C'est, normalement, on devrait avoir envie d'unifier différents paradigmes.